Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans Tour d'Horizon, votre podcast hebdomadaire où l'on revient sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, toujours avec Bédis Renissa, expert en relations internationales. Bonsoir Bédis et ravi de te retrouver cette semaine encore. Bonsoir Nabila, toujours heureux de te retrouver également. Alors, on va commencer avec la nouvelle qui a bouleversé le pays, la disparition de Biouna, figure incontournable du cinéma et de la scène artistique et culturelle algérienne. Tu le sais, sa voix, sa personnalité singulière, son audace également. Tout cela restera gravé dans la mémoire collective, Baptiste. Non seulement gravé dans la mémoire collective, mais également c'est une perte. Aujourd'hui, la culture est en deuil, le patrimoine culturel et immatériel est en deuil. Biouna, c'est plus qu'une actrice. Biouna, c'est aussi le soft power algérien. Biouna, c'est également l'actrice qui a su fédérer les générations. C'est un levier intergénérationnel en matière de propagation, je dirais, des promotions de la culture, notamment le 7e art. Le 7e art aujourd'hui est véritablement en deuil et cela nous pose des questions effectivement sur l'héritage que nous devons préserver. Et je pense que là-dessus, le président de la République l'a su le démontrer à travers justement les assises du cinéma. Il me semble aujourd'hui pertinent, au-delà de ce deuil et cette tragédie, malheureusement, il faut penser à la culture, à l'art algérien, notamment le 7e art et le cinéma, qui, on en a parlé déjà par le passé, connaît, je dirais, un succès immense et un essor immense à l'international. Il n'y a qu'à voir les festivals. Donc oui, Allah yarhamha, comme on dit, et puis surtout que l'héritage se perpétue à travers d'autres acteurs et d'autres actrices qui reporteront le flambeau du cinéma à leur tour. Et puis l'Afrique qui est au cœur de l'actualité, qui a marqué l'actualité la semaine dernière. Et cette semaine à venir, Alger, la capitale, a accueilli la première conférence ministérielle africaine consacrée justement à la production locale de médicaments. 29 pays ont adopté la déclaration d'Alger. Des partenariats ont été signés avec notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal. Une étape majeure pour un continent qui veut réduire ses dépendances aux importations. Alors d'abord, c'est un jalon qui démontre qu'effectivement que l'Afrique est en mouvement. L'Afrique est en mouvement grâce aussi à des pays comme l'Algérie, comme des vecteurs qui transcendent effectivement la synergie africaine et le potentiel du capital africain. Aujourd'hui, effectivement, tu l'as évoqué sur le secteur de la pharmacie, qui est un secteur, je dirais, qui a le vent en poupe en Algérie, puisqu'il y a on parle d'un marché de plus de 3,2 milliards de dollars avec une potentialité de 500 millions de dollars d'export vers l'Afrique notamment. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une perspective, il y a une vision géoéconomique. Je reviens sur le jalon. Nabila, il faut rappeler une chose très importante. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique importe entre 70 et 90% de son besoin en matière de produits pharmaceutiques, ce qui signifie une certaine dépendance, notamment de l'Occident. Face à ça, vous avez aussi, et selon les statistiques de la Banque de développement africaine, la BAD, aujourd'hui, il y a on estime 38 milliards à peu près de chiffre d'affaires, notamment d'importation de produits pharmaceutiques, et qui est amené à augmenter significativement vers 70 milliards à horizon 2030. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a besoin de réfléchir, de repenser sur la stratégie de production pharmaceutique, du secteur pharmaceutique, avec des efforts propres, avec le capital africain. On peut arriver à une souveraineté sanitaire. Exactement, in fine, et d'ailleurs l'Algérie, dès 2027, je dirais, ambitionne d'être autonome en la matière, et elle souhaite effectivement transposer cette expérience avec les pays africains. Donc oui, l'accord d'Alger est un accord très important qui signifie également que l'Afrique peut agir avec ses propres moyens et avec sa propre expertise et sa technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça augure un horizon, je dirais, ambitieux, mais surtout aussi à la hauteur des potentialités de l'Afrique. Et c'est ce qu'on souhaitait. On va parler d'Afrique également. L'Algérie qui organise à partir d'aujourd'hui d'ailleurs une conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique. C'est important au vu du timing et de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est un tout, c'est un package, j'ai envie de te dire, Nabila, c'est qu'au-delà de l'aspect économique, il y a aussi l'aspect du devoir de mémoire. La mémoire est importante. Et je pense qu'aujourd'hui, ce jalon, encore une fois, géostratégique qui se tient à Alger, ce n'est pas un hasard. Donc Alger continue à être, non seulement, il fut un temps la Mecque des révolutionnaires, mais aussi la Mecque de ceux qui veulent s'affranchir du diktat occidental, pardon, ou même du diktat de n'importe quelle ingérence étrangère. Donc on voit bien qu'effectivement ce jalon apportera un nouveau souffle, tant sur le devoir de mémoire, donc la colonisation, ses méfaits, les affres de la colonisation, mais aussi
sur la décolonisation, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette conférence, où il y a matière à réfléchir, à agir ensemble avec une seule voix, à savoir l'Afrique, pour défendre les intérêts non seulement de ceux qui ont subi ces affres colonialisme, mais aussi leur descendance aujourd'hui à travers un engagement de projets de réparation notamment. Ça peut être des restitutions d'objets volés, des pillages. Tu sais très bien, Nabila, que la colonisation de l'Afrique a généré des revenus immenses qui ont fait d'ailleurs des empires en Europe. Et aujourd'hui, il est temps de voir cette histoire en face. Et je pense que l'Afrique le fait aujourd'hui et qui prend réellement son indépendance avec des solutions africaines aux problèmes africains. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça augure encore une fois cette volonté, cette synergie, cette politique de cohésion notamment des acteurs africains. Encore une fois, ça aurait pu être, je dirais, quasi inimaginable s'il n'y avait pas effectivement un levier, un vecteur comme l'Algérie qui aujourd'hui pousse l'Afrique vers l'avant avec d'autres pays, l'Afrique du Sud et autres. Et ce sont là de véritables, je dirais, leviers pour encourager, pour engager l'Afrique à des réflexions communes, mais surtout aussi pour un intérêt collectif, puisque au-delà de l'aspect histoire, il y a l'aspect présent et futur. Et c'est ce qui nous intéresse également. Et cette semaine, Badis, a également été marquée par le renforcement clair de la coopération algéro-égyptienne. Les deux pays souhaitent doubler leurs échanges commerciaux, souhaitent même par 5, on va dire multiplier par 5 leurs échanges commerciaux. Mais bien au-delà de cela, l'Égypte et l'Algérie avancent ensemble dans un contexte diplomatique très mouvant. Jusqu'où ce rapprochement peut influencer la stabilité en Afrique du Nord, Badis Renissa? Alors, Nabila, l'Égypte, l'Algérie, c'est deux pays pivots, c'est deux acteurs de stabilité, notamment dans l'espace méditerranéen, mais pas que, c'est-à-dire le vis-à-vis de l'Europe. Donc, et j'ai envie de te dire même, c'est dans l'axe Mashariq-Maghreb, c'est aussi des acteurs importants, notamment dans l'équation sécuritaire, dans l'équation économique également. Tu l'as rappelé, effectivement, aujourd'hui, nous parlons à peu près de peu ou prou 1,2 milliard de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays. On souhaite arriver à un peu plus de 5 milliards de dollars. Tout à fait. Une petite parenthèse, quand même, plus 23% d'échanges commerciaux en 3 ans. Ça augure effectivement, encore une fois, une dynamique, une volonté à vouloir effectivement fructifier. Cette coopération. Exactement, et apporter aussi les dividendes. Les dividendes tant économiques, puisque qui dit économie dit développement, qui dit développement dit stabilité, qui dit stabilité dit aussi lutte contre l'insécurité et le terrorisme, puisque les deux pays sont engagés, comme tu le sais, dans l'équation sécuritaire, en coopération d'abord bilatérale, mais aussi coopération multilatérale à l'international. Donc là, on a un duo de stabilité régionale, tant sur l'aspect sécuritaire, mais aussi l'aspect énergétique, puisque c'est dont il est question à horizon 2030, de augmenter ces échanges, mais surtout aussi des échanges, encore une fois, qui œuvrent dans l'intérêt des deux pays, des deux peuples, mais surtout aussi dans la région elle-même. Et on revient à l'Afrique, toujours au chapitre coopération entre l'Afrique et l'Europe cette fois-ci, qui ont ouvert une nouvelle page dans leurs relations migration, énergie, économie, numérique et sécurité également. Les priorités évoluent et l'Algérie y défend une vision plus équilibrée et plus juste. Est-ce que tu penses, Badis, que ce partenariat peut réellement devenir un partenariat d'égal à égal, comme on en a souvent parlé ? Je pense que cela dépendra de l'Union européenne et de l'Europe elle-même, et surtout le prisme de regard et de lecture qu'elle a envers les pays africains. Aura-t-elle un prisme de complémentarité, de construction positive win-win, donc gagnant-gagnant, ou continuera-t-elle, comme certains pays que je nommerai pas, maintenir un prisme de condescendance, donc, ou même parfois de paternalisme. Donc là est la question. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette conférence, cette rencontre ô combien importante dans l'aspect géosécuritaire et l'aspect géoéconomique mondial, notamment avec des mutations parfois négatives, cela représente quand même une phase importante, un épisode diplomatique important, puisque l'Union européenne conçoit, et aujourd'hui chiffre à l'appui, de plus de 36% d'échanges commerciaux avec l'Afrique, donc cela fait d'elle le premier partenaire avec l'Afrique, économiquement parlant. Ceci étant, on a quand même une dégradation de plus de 7% sur 3 ans. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une certaine perdition, une certaine déliquescence en matière de partenariat. L'Afrique, excuse-moi, on le rappelle, est convoitée par les plus grandes puissances, la Russie. Et bien justement, c'est là où je veux en venir. Cette dégradation notamment d'échanges commerciaux a été faite au profit d'autres pays, la Chine, l'Inde,
la Turquie, et vous avez plus récemment les BRICS+. Donc on voit bien qu'effectivement, la nature a la horreur du vide, donc il y a effectivement d'autres pays qui, eux, j'ai envie de te dire, Nabila, ont compris le langage économique, à savoir l'investissement matériel financier, contrairement à l'Europe qui, j'avoue, depuis quelques décades déjà, a beaucoup promis et a peu financé, a peu investi. Donc aujourd'hui, il est temps, effectivement, l'Europe, dans sa globalité, comprenne que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, mais c'est aussi le continent du respect mutuel, c'est le continent de la souveraineté des pays, et c'est le continent aussi dans lequel on peut faire des affaires, on peut faire du business, mais encore une fois, en gardant en perspective l'intérêt des peuples africains. Et direction Paris, de là où tu nous viens, Badis, pour la 49e édition de la conférence de Le Coco et qui se tient là-bas, où diplomates, experts et organisations internationales se sont rencontrés autour d'une question centrale, la question sahraoui. Un rendez-vous qui rappelle la place, je le disais, centrale de ce dossier dans les équilibres régionaux, Badis. Au-delà de l'équilibre régional, c'est que cela démontre d'abord que, par la symbolique, cette conférence se tient pour la 49e fois à Paris, et d'ailleurs au cœur du pouvoir législatif français, donc au Parlement. On voit bien d'ailleurs, cela dénote une certaine dichotomie entre la position de la France comme alliée du Maroc, et je rappelle que Macron a d'une manière irresponsable, reconnu la marocanité du Sahara occidental, comme s'il suffisait de reconnaître par déclaration ou par diplomatie déclarative, comme l'a fait d'ailleurs son prédécesseur sur la déclaration elle-même, notamment Donald Trump. Donc on voit bien qu'effectivement c'est du droit international, c'est de la résolution, c'est du sérieux. Donc, et cette dichotomie justement entre ça et entre la société civile française qui aujourd'hui se structure, même européenne, puisque je rappelle plus de 300 notamment organisations y ont participé, plus de 40 pays. Donc on voit bien qu'effectivement la cause sahraoui est une cause vivante à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, qui plus est, et parfois même dans des pays qui, comme la France, ont reconnu d'une manière maladroite la marocanité du Sahara occidental. Le Sahara occidental reste le Sahara occidental, et le Sahara occidental aujourd'hui est protégé, je dirais, même préservé, sanctuarisé par plus de 84 résolutions qui engagent l'autodétermination comme solution politique et rien d'autre, à savoir l'intérêt du peuple sahraoui qui, je rappelle, Nabila, souffre encore une fois de la dernière colonie en Afrique. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une convergence de la société civile, ce qu'on appelle la diplomatie de la société civile au service des causes justes. Et je pense que l'Algérie, à travers son engagement de diplomatie bienveillante aux côtés des peuples opprimés, a démontré aujourd'hui, encore une fois, qu'elle avait raison, non pas pour avoir des griefs contre des pays, mais plutôt pour défendre des peuples opprimés, elle qui a connu les affres de la colonisation. Donc je pense que... Mais ça reste très contradictoire, on est d'accord. Hein. Le Coco qui se tient à Paris, une cause qui est chère pour nous, en tout cas algériens. Et justement, comme tu le dis, la France qui prend des décisions, le pouvoir français qui prend des décisions qui sont contraires à ce qui est forcément discuté lors de cette conférence. Écoute, pour moi, c'est un point positif, pour la bonne et simple raison que, et nous l'avons vu malheureusement dans le génocide de Gaza, avec le boucher de Gaza, à savoir Netanyahou, que les sociétés civiles, parfois par extension, permettent de faire bouger les lignes, notamment en matière des politiques étrangères de leurs pays respectifs. Donc on voit bien qu'effectivement aujourd'hui, ce jalon, cet épisode de diplomatie certes parallèle, qui est une diplomatie de la société civile, donc c'est les peuples, il faut rappeler que c'est des ONG, c'est des syndicats, c'est des associations, c'est des intellectuels qui font que aujourd'hui, ça leur tient à cœur d'être engagés aux côtés du peuple sahraoui. Donc cela vaut son pesant d'or, j'ai envie de te dire, et cela a un poids dans l'échiquier de la politique française qui doit le prendre à bras-le-corps, mais aussi qui doit le prendre en considération. Donc la société civile est un peu le point d'équilibre de politique étrangère des pays. Aujourd'hui, elle l'a démontré à travers le Sahara occidental. Et d'ailleurs, ce jalon aussi, aujourd'hui, démontre que le narratif marocain s'essouffle, le narratif marocain disparaît face à une réalité tangible qui est celle d'abord du soutien des peuples, notamment occidentaux et européens, puisque, comme je te disais tout à l'heure, l'Europe se structure à travers justement ce type de jalon pour défendre l'intérêt du peuple sahraoui, mais aussi pour arriver in fine à une solution politique, à savoir l'autodétermination du peuple sahraoui. Et on reste en Afrique, mais cette fois-ci, on va parler d'une distinction importante. Ça va être notre dernier point abordé ensemble. L'Algérie qui a été élue à la présidence du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Un mandat qui place, Badis, le pays au cœur des grandes orientations sociales du continent. Surtout qui place l'Algérie à la tête, en matière de présidence, à la tête de la plus haute instance, notamment en la matière, qui est la protection de l'enfance.
l'Algérie aussi, aujourd'hui, à travers cet engagement, démontre qu'elle est en phase avec les réalités d'abord du terrain. Je rappelle, Nabila, que plus de 240 millions d'enfants vivent dans des zones de conflit. On a un enfant sur trois qui vit la précarité et notamment comment on appelle ça, la malnutrition, pardon. Donc on voit bien que le dossier est lourd. Ceci étant, pour l'Algérie, qui, elle, est à cheval, notamment sur ces aspects-là, puisqu'elle a démontré à travers sa diplomatie, ce que je disais tout à l'heure, à défendre les peuples opprimés, à défendre aussi les causes justes, à défendre aussi l'enfance, notamment sacrifiée en Afrique, sacrifiée, encore une fois, on revient un peu pour faire le parallèle avec le pillage de la colonisation accrue, notamment de ce continent. Donc aujourd'hui, il est question de regarder ses responsabilités en face et surtout de les assumer, de les prendre à bras-le-corps. Et je pense que l'Algérie apportera énormément dans ce contexte, elle qui, encore une fois, s'est engagée... Pour résumer, dans quelles sont justement les avancées concrètes que peut apporter l'Algérie? Le développement, d'abord. L'Algérie a été exemplaire, notamment d'une manière factuelle, avec le fonds d'investissement que le président de la République a mis en place de plus d'1 milliard. C'est-à-dire qu'elle va engager la responsabilité des pays respectifs, d'abord pour apporter une stabilité, parce que ces enfants, les 240 millions qui vivent dans des zones de conflit, les conflits, ce sont les viviers, notamment de l'instabilité, mais aussi de la précarité, de la pauvreté, et donc, notamment, par effet de conséquences sur les enfants. Donc, apporter de la stabilité, c'est apporter le développement. Apporter le développement, c'est s'asseoir autour d'une table. Et je pense que, comme je reviens encore une fois sur toutes les conférences qui sont tenues dans un laps de temps très court à Alger, démontrent qu'il y a une volonté, une dynamique. Encore une fois, il y a des perspectives radieuses dans lesquelles, encore une fois, on voit bien que l'Algérie joue un rôle prépondérant, joue un rôle pivot, actrice notamment, et surtout curseur d'aller de l'avant ensemble pour un avenir collectif. Merci beaucoup, Badis, pour ton analyse toujours franche et honnête. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve avec Badis la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon. Merci.